3, 2, 1. Merci, on accueille tout de suite nos amis. Charlie, les Échos, on ne présente plus. Hubert de Vauplade, on ne présente pas non plus. L'avocat international qui traite tous les dossiers crypto, ici, ailleurs, partout, mais pas que crypto d'ailleurs. Bah non, fintech, plutôt fintech. Ouais. Tout en général. Bonjour ça à dépend. tous. Quand la crypto marche, tu traites la crypto. Quand ça marche pas, tu traites la fintech. Bientôt sur l'euro digital, expert. Et Adrien, le fondateur, à en écouter, de la seule fintech profitable d'Europe. Au moins d'Europe. Bon, écoutez, il faut mettre l'ambiance, sinon on s'emmerde. Alors, ce matin, je leur ai dit, je leur ai fait un petit WhatsApp en disant qu'ils foutaient rien les autres fois, qu'il fallait qu'ils me préparent un petit billet. On va voir ce qu'ils ont préparé, mais pas tout de suite. D'abord, on va passer comme je fais d'habitude. Ah, t'as bossé tout ça? Pour de vrai. Montre à l'écran, montre à l'écran. Là, il a préparé un truc, il va nous lire un texte. Il se prend pour un ministre. Le gars, il va se... J'ai vraiment préparé le truc. Non, j'ai vraiment pour de vrai un jour... un coup de pression. J'ai vraiment quelqu'un qui un jour pour de vrai, dans une interview, est arrivé comme ça et il m'a sorti un papier, il l'a lu. Il regardait plus le micro ni moi, il a lu le truc jusqu'en bas, j'étais hyper emmerdé. C'était à Bercy, je dirais pas qui. Mais c'était très chiant. Non, je te couperai. Alors, j'ai comme d'habitude juste plein de petites questions en regardant les news, des fois d'ailleurs de Charlie dans les Échos, ou de LinkedIn, ou de Twitter, si on veut des trucs, des sources moins fiables. Non, il paraît que ça s'appelle X. Pardon. J'y arrive toujours pas. Donc, au hasard. J'ai rien compris, moi. On m'avait dit il y a 3 mois, là, attends, il faut acheter du Bitcoin à fond. Là. Il y a les ETF, le halving et tout, puis là, ça rebaisse. Enfin, je comprends rien. Mais ceci dit, quelqu'un peut nous donner un peu d'explication sur ce que c'est, qu'est-ce que c'est les ETF sur les Bitcoins? Tiens, toi. Hop là, c'est tombé sur les ETF, donc Exchange Traded Fund, à ne pas confondre avec les ETN, Notes, à la fin. Ouais. Et pourquoi je fais ces deux différences? Parce que justement, s'il n'y en a pas en Europe, c'est notamment à cause de la réglementation. Je vais y venir. Donc un ETF, c'est un fonds coté. Je ne peux pas acheter un ETF sur Bitcoin. Tu peux le faire, mais ça n'est pas un ETF européen. Il faut que tu ailles ouvrir un compte chez un courtier qui te propose un ETF américain. Et alors cet ETF permet quoi? Cet ETF, un ETF peut être sur n'importe quelle classe d'actifs. Jusqu'à présent, il y avait des ETF qui étaient sur des dérivés de Bitcoin. Mm-hmm. Et là, depuis le mois de janvier, tu as 11 ETF qui ont été agréés par la SEC aux États-Unis pour être des ETF spot, c'est-à-dire sur le Bitcoin cash, enfin sur le Bitcoin spot. En gros, c'est comme un fonds d'investissement. C'est un fonds qui est 100% investi en Bitcoin, pour faire court. Oui, mais donc, ce que je ne comprends pas, alors juste pour ma compréhension. Donc, comme c'est un fonds qui investit 100% en Bitcoin, il faut que le fonds achète des Bitcoins. Oui, mais ce que je ne comprends pas, oui, donc il doit acheter des Bitcoins. En général, vu le nombre de particuliers qui ont l'impression d'avoir raté le train, j'imagine qu'ils ont dû remplir rapidement ces ETF. Par exemple, si tu prends celui qui marche le mieux, qui est celui de BlackRock aujourd'hui, qui est en souscription positive ininterrompue depuis son lancement janvier, il a déjà récolté 17 milliards de dollars. D'accord. Juste une question idiote. Il me semblait que toute l'économie du Bitcoin était basée sur le fait qu'il y avait un nombre limité de Bitcoin possible. Oui. Il y a un moment où ça marche pas, ça. Non, mais quand tu vois la capacité d'investissement de BlackRock, etc. Enfin, on parle en milliards de milliards. Non, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Bitcoin est divisible à l'infini. D'accord. Oui. Donc plus ça monte. C'était créé. Voilà. Non. Donc, ils ralentissent avec le halving, d'après ce que j'ai compris. Ouais, mais plus ça monte, moins tu achètes de Bitcoin, mais comme il est divisible à l'infini... Donc ça accrédite la thèse que ça va encore monter, s'il y a tant de gens pour acheter. Après, ce qu'on a vu, c'est que quand tu as je suis emmerdé, ça a baissé de 30% là, en un mois, là, je suis emmerdé. Quand tu as des acteurs... Non, si tu sors de ce côté-là, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu as des acteurs... D'abord, une fois de plus, c'est les États-Unis qui donnent le là, c'est pas l'Europe. En plus, les États-Unis le font de manière intelligente, c'est-à-dire que tu as des acteurs nouveaux qui s'allient avec des acteurs traditionnels. BlackRock s'est allié avec qui? Coinbase.
j'en cite que 2, hein, et JP Morgan. Je rappelle que JP Morgan, il y a quand même Jamie Dimon qui a dit « Je déteste le Bitcoin ». Lui, il est extraordinaire. Pendant des années, il te dit « c'est nul, machin ». Pareil, il te dit « les fintechs, c'est nul », puis il les achète. Enfin, il est extraordinaire. Non, il est incroyable. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est le en même temps à l'américaine, quoi. Oui, mais derrière ça, tu vois, c'est BlackRock, encore un acteur traditionnel qui s'allie à des acteurs non traditionnels comme Coinbase. Et ça, on n'arrive pas à le faire en Europe. Et en France en particulier. T'as pas d'acteur. Si, je crois qu'on avait accéléré l'agrément de Binance. Ah mince. Ah non, mince. C'est pas le bon. Excusez-moi. Donc, tu vois, c'est ça qui est. Je trouve très intéressant aux États-Unis, c'est qu'on dit toujours la réglementation, elle empêche de faire des tas de choses, etc., etc. N'empêche que les ETF, il n'y a que là-bas qu'ils existent. Alors, entre-temps, il y a Hong Kong qui a damé le pion à Singapour et qui a damé le pion à Dubaï, puisqu'ils ont sorti, le régulateur local a donné son accord sur des ETF Bitcoin et sur Ethereum. Donc, en tout cas, on est d'accord qu'aujourd'hui, monsieur et madame Michu n'ont pas envie de s'ouvrir un compte sur une plateforme de trading exchange, je ne sais pas quoi, parce que pour eux, ça reste trop compliqué. S'ils veulent investir en Bitcoin et se dire, bah moi, je suis pour plus idiot que les autres, je suis Bitcoin, ils ouvrent un compte juste sur une plateforme qui accepte d'acheter un ETF américain. Il y en a. Tout à fait. Il y en a, c'est autorisé. Oui, oui. On a le droit en France d'acheter un ETF américain. Il y a quelques courtiers qui le proposent en France. Voilà. Donc, je l'achète, je prends le risque dollar. Oui, bien sûr. Voilà, de change. Mais enfin, il est moins volatile que le risque Bitcoin. Donc c'est pas forcément grave. Et je peux donc avoir du Bitcoin dans mes classes d'actifs. Oui. Donc, et est-ce que des SICAV, des fonds agréés AMF ont le droit de dire, moi, pour avoir cette classe d'actifs dans mes fonds un petit peu diversifiés, j'achète de cet ETF, ou ils n'ont pas le droit, eux? Alors, ça dépend. Oui, mais ça va rentrer dans leur dans différentes opérations. S'ils sont dans un truc, fonds niveau 5 de risque, je peux placer dans toute classe d'actifs et machin, ils peuvent. Oui. D'accord, ok. Donc ça ouvre quand même... Ça simplifie grandement l'investissement du particulier. Oui. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on dit toujours quand est-ce qu'on aura un ETF en Europe? Il n'y en aura pas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Il y en aura au Luxembourg. Non, parce que la réglementation européenne sur les UCITS, sur les OPCVM, ne permet pas d'avoir des bitcoins. Bitcoin n'est pas une valeur mobilière. Même avec leur truc allégé au Luxembourg? Mais peu importe Luxembourg, c'est le droit européen qui s'applique là. Donc la catégorie d'actifs bitcoin n'est pas éligible dans les UCITS. D'accord. Donc, tu n'auras jamais d'ETF sur du Bitcoin spot en Europe. Donc, ce sera que des ETF américains en dollars. Voilà. Alors, après, tu peux avoir des trackers ou des certificats. C'est autre chose. Oui. Bon, puis après, tu peux te le créer tout seul. Hein. Tu achètes l'ETF là-bas, tu te prends une couverture avec un autre ETF, et comme ça, c'est comme si tu avais un ETF. Non, mais ce que je veux souligner, c'est que notre réglementation en Europe, elle est bien, mais elle est en retard. Elle est en retard, oui. Enfin, elle est en avance. Elle est en parfois, retard ou elle est protectrice? Elle est protectrice plutôt, oui. Parce que, est-ce que c'est en retard de ne pas autoriser monsieur et madame Michu à prendre un truc qui fait plus 30, moins 30 en une journée? C'est une vraie question. Bon, après, en même temps, on peut faire moins 30 avec d'autres classes actifs. Alors, tu sais, après... Oui, exactement. Après, ceux qui ont connu Eurotunnel ont pas fait du Bitcoin. Hein. Ouais. On te dit, tu as 10% des Français qui ont aujourd'hui un wallet en crypto. 10% des Français, en fait, tu regardes la population, c'est plutôt 25% des 18-35 ans. Hein, parce que, moi, je sais pas, à chaque fois que je prends un Uber, ils ont des cryptos. Parce qu'ils m'entendent parler dans le téléphone de fintech et de machin, et ils m'interrompent et ils me disent, ah non, mais vous connaissez vous ça? Moi j'ai de la crypto. Hein. J'ai l'impression que tous les Uber français ont de la crypto. C'est quand même 6 millions de personnes, si tu veux. Je sais pas. Voilà. Donc il faut les protéger, oui, mais comme Eurotunnel. Oui, donc finalement, peut-être qu'on les protège moins bien en les laissant le prendre sans leur donner, nos produits à nous régulés ou protégés. Ouais. Peut-être. Ok. Un avis là-dessus, les amis? Non, écoute, ce que j'ai compris aussi, c'est que ça a été un des meilleurs démarrages de TF de l'histoire, quand même. Ouais. De toute façon, tu as dit que c'était en positif ininterrompu. Exactement. Et pourtant, je précise que Ethereum et Bitcoin ont fait ça depuis. Ouais. Parce que c'était monté, je crois, à 70 000 $, et là, c'est rebaissé à 60. Bon, ça reste assez haut. Si j'ai bien lu, parce que j'ai préparé aussi un peu... moi, j'ai pas pris des notes, j'ai juste... non, t'es avocat, t'as des gens pour faire ça, toi. Donc, j'ai quand même bossé un petit peu. Donc, oui, c'est en souscription nette positive depuis que c'est lancé. Et qu'ils sont en train de battre le record des ETF lancés là-dessus, toutes classes d'actifs confondues, en disant pour ce record depuis 70 ou 90 jours. C'est incroyable. Mais ça fait 13 ans que tous les médias, dont toi, font de la pub en expliquant les cryptos. Vous pouvez pas comprendre, mais ça a l'air génial, il se passe plein de trucs et tout. Les Échos ont toujours été plutôt critiques. Hein. Non, mais je rigole, mais je veux dire, c'est qu'on parle de ce sujet. Et en même temps, on te dit, ah, tu peux pas y toucher, c'est pas pour toi.
tout d'un coup, tu as un produit hyper facile à acheter, on te dit tu peux en prendre, tu vois, tu as créé une attente, c'est un pot de confiture, on te dit que tu n'avais pas le droit, désolé, tu es trop con. Toi. Et là, tu peux y aller. Donc, tout le monde y va. T'en as pas pris, toi? L'ETF, non. T'en fous, t'as déjà le Bitcoin. Bon, alors, je change complètement de sujet, mais pas que. Je sais pas. Parce que là, c'est le retour en grâce des Bitcoins. Le retour en grâce des licornes, je sais pas, j'avais l'impression, la dernière fois qu'on s'est parlé, que c'était un mot qu'il fallait plus utiliser. Que limite, ça devenait vulgaire. On te disait, t'es une licorne. Moi, pas du tout, je suis un centaure. Et là, je revois des articles. La dernière licorne française vient de lever. C'est revenu à la mode? Ou j'ai raté un truc, j'ai mal lu. Non, c'est toujours le même schéma. Ils veulent pas le dire qu'ils sont. Sur les on le lit dans la presse. Oui, mais c'est parce que c'est nous qui finissons par le demander. Mais sinon, ils ne communiquent plus dessus. Par exemple, tu as Pigment, donc on connaît bien dans la planification financière, qui a levé là, 100 millions, et ils n'ont jamais voulu dire qu'ils avaient passé ce cap. Alors que bon, c'est logique, hein, quand tu fais vite fait le calcul, qu'ils étaient licornes. Mais c'est parce qu'ils veulent plus être associés à ça, parce que y a un peu de la casse. Mais nous, on le dit quand même. Donc, voilà, ils préfèrent communiquer. Parce que la dernière fois que vous étiez là, vous aviez, surtout toi d'ailleurs, gossé sur dernière promo du Next 40, Next 120. Ouais, j'ai croisé le patron d'ailleurs, très sympathique. 2027, ouais. Et alors, tu vas l'intégrer maintenant? Non, toujours pas. C'est je Nicolas, toujours pas faire de dossier non plus, mais... Mais tu lui as dit ce que tu en pensais quand même. Exactement. Et il a été open. Très open. Mais les critères évoluent, je crois. Pas tant que ça. Il y a toujours quand même 20 boîtes sur 40, c'est basé sur le levée de fonds. Il y a moyen qu'il y ait des licornes qui sortent quand même du Next 40. Encore heureux. Mais tu n'as aucun critère sur la rentabilité. Tu n'as aucun critère sur la rentabilité. Après, en même temps, pardon, je fais exprès de te taquiner, mais est-ce que c'est pas normal aussi? C'est-à-dire que c'est le principe même, c'est le principe que le financement de l'innovation, à un moment, tu veux faire de la rupture, tu perds, mais tu fais le pari qu'à un moment... Je suis d'accord. Voilà, et tu vas perdre plein de fois, et des fois, ça va marcher. Non, je suis d'accord. Après, ce qui tient pas la route, effectivement, c'est d'avoir des critères uniquement sur ton montant de levée. Ça a été corrigé. C'est amélioré, de garder des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent et on sait qu'elles n'ont plus que 6 mois de cash. Ça, c'est un non-sens absolu. Alors, oui et non, parce que des fois, elles arrivent à lever avant la fin des 6 mois. T'es encore plus cynique que moi. Là. Non, c'est vrai, elles n'arrivent pas. Mince. Non, mais ça s'améliore. Et après, il y a des choses, tu vois, comme c'est quoi vos critères ESG, enfin, ce que vous faites pour la planète, quoi. Alors, mais on te dit juste... fais ton bilan carbone, basta. On te dit pas, fais ton bilan carbone et des actions derrière. On te dit juste, fais ton bilan carbone. Donc, moi, j'ai été ironique, j'ai dit, je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans la famille du mec qui a fait le dossier, qui est proche de Greenly ou des boîtes comme ça, parce que juste demander absolument d'avoir un bilan carbone pour pouvoir postuler sans avoir des actions concrètes derrière, ça sert à rien. Alors, pardon, parce que moi, j'ai pas trop envie de m'attarder sur les critères. Je pose quand même la question, parce que je sais que vous travaillez, vous regardez ces sujets. Moi, j'ai l'impression que quand ça avait été créé, à chaque fois que je voyage, on nous envie quand même notre écosystème où le politique, et avec ce type d'action, soutient l'écosystème, on montre à l'étranger nos boîtes. C'est de la pub, c'est du marketing. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à l'État de faire ce qu'on fait nous tous dans nos boîtes, et ce que je fais ici quand je mets mes jolis logos et que je mets en avant mes super partenaires American Express, Boursorama, CB et Crédit Mutuel Arkea, que j'adore et que j'ai oublié de citer en début d'émission. Est-ce qu'on peut leur reprocher de faire bien du marketing finalement pour nos boîtes? Et c'est un outil de marketing, ce truc. On va pas se leurrer. Au contraire. Non seulement c'est un outil de marketing, mais alors, pour le marketing, moi je trouve honnêtement qu'il est bien. Quels que soient leurs critères, j'en ai rien à faire. Mais il est bien. Par contre, quand j'avais reçu Cédrico, ici, il nous avait expliqué qu'il y avait un autre but. C'était de tester, parce que ces gens-là ont théoriquement, les Next 120, un accès privilégié à des interlocuteurs de l'URSSAF, du fisc, du JI, comment on appelle ça, le crédit impôt, je mélange toujours, enfin bon, qui était censé être un peu là, parce que souvent c'est un peu compliqué pour les startups. Ils avaient un accès privilégié, mais théoriquement l'idée c'était que ça servait de bac à sable, et qu'après on allait aider les autres aussi bien. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que vous avez l'impression, toi, en tant que startup? Je lui en ai parlé. Il m'a dit effectivement, on a un point d'entrée pour les 120 boîtes. Pour aller défendre le beefsteak de telle boîte. Pour ces boîtes-là, mais est-ce que ça aide les autres? Tu as une boîte qui va venir les solliciter sur un sujet bien précis. Par exemple, dis-moi mon coco, c'est quand même vachement chiant de faire de la KYC pour l'ouverture d'un compte. Vous voyez de qui je parle. Et ils vont monter au créneau en disant ouais, on est peut-être allé un peu trop loin là d'un point de vue réglementaire, on peut peut-être simplifier. Et après, ça aide tout le monde. Et après, par ricochet, ça aide tout le monde, bien évidemment. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est des gens qui sont là sur des missions courtes. Il n'y a pas de capitalisation. Ils ne s'inscrivent pas forcément dans la durée, ils sont en mission. Ils sont là pour 3 ans. Super. Et encore.
Et encore. T'arrives à garder des gens en poste plus de 3 ans? Non, mais les gens qui sont dans la mission French Tech, je pense que si tu leur dis tu vas t'inscrire pour 5 à 10 ans, ils vont te dire oui. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que dans vos boîtes, vous arrivez à garder des gens plus de 3 ans? J'ai 0 turnover. Ouais, mais tu vas pas laisser le mec au même job pendant 10 ans. Les jeunes, ils veulent plus. Déjà, tu leur donnes plus d'argent tous les ans, c'est le point de départ. Après, tu me dis que tu veux payer moins d'impôts et tu veux que French Tech... Je n'ai jamais dit que je voulais payer moins d'impôts. Alors moi, je veux payer beaucoup d'impôts, parce que quand tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu gagnes très bien ta vie. Alors, son numéro est le... T'inquiète pas, j'en donne déjà beaucoup là. Non, au contraire. Non, mais blague à part, donc tu disais 3 ans, donc c'est un peu court pour capitaliser. Non, c'est trop court, bien sûr. Il faut que ces gens-là restent en poste longtemps. Et toi qui vois beaucoup de startups passer, est-ce que tu as l'impression que, pour reprendre l'expression de notre président de Cordée, est-ce que ça essaime en dessous? C'est-à-dire que ce que l'exemple que ces 120 boîtes arrivent à créer auprès de l'URSSAF, auprès du fisc, auprès du Crédit Impôt Recherche, est-ce que derrière les autres en profitent un peu quand même? Est-ce qu'ils sont mieux traités? Est-ce que ça va mieux quand même qu'il y a quelques années? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais peut-être je ne vois pas bien. Oui. Après, c'est pas que grâce à ça aussi. C'est un tout, de toute façon. C'est à la fois ce que fait la French Tech, c'est ce que fait BPI France, c'est ce que fait tous les lobbies à côté. Bien sûr. T'as ça aussi. T'as aussi beaucoup de choses qui se font maintenant au niveau européen. Donc, non, c'est un tout. Et puis, c'est tout l'écosystème aussi de financement qui s'est développé. Tu vois, avec les business angels, les family office. Pour conclure, on continue à sourire quand on annonce une licorne dans les échos, quoi. C'est bien. On est content. Parce qu'on se dit, une bonne nouvelle en ce moment. Est-ce que tu as plus d'enquêtes en cours sur des nouvelles licornes ou sur des licornes qui vont aller au tapis? Oui, pas sur des licornes qui vont aller au tapis, mais sur des boîtes où, c'est pas terrible. Alors surtout, on s'en réjouit pas, je veux quand même préciser ça, c'est jamais drôle une boîte qui va au tapis. Non. Mais est-ce que par contre, en ce moment, tu sens vraiment une accélération de ce genre de cas-là? Non. Plus que ça. Je trouvais que c'était plus fort l'année dernière. D'accord. Parce que j'ai trouvé, moi, qu'on en voyait beaucoup dans les news. Il y a eu c'était quoi, Mastéos, il n'y avait pas longtemps? Oui, Mastéos, Luco. On a eu une vague, en fait. On a eu une petite vague, et là. Je ne sais pas, depuis le début de l'année. Non, c'est des plus petites, quoi. C'est des petites qu'on ne connaissait pas et qui disparaissent. Ouais. Mais finalement, là, dans celles qui étaient un petit peu en vue, elles ont adapté leur trend de marche et ça va mieux, quoi. En même temps, ils avaient levé quand même beaucoup de cash. Donc ils tiennent. Donc normalement, ils sont censés tenir. Et puis, ils ont un peu écrémé l'année dernière par des plans de départ. Et en termes de levée, pour les seeds et les pré-seeds... ça marche toujours. Toujours bien. Léa aussi, là. J'ai l'impression que ça reprend Léa, là. J'ai vu passer pas mal de... Un peu. Tu as surtout des montants de levée qui n'ont plus rien à voir. Ça, déjà, oui, et puis on retourne à des fois à des valos de 2021. Si tu es dans l'IA, tu peux lever à 5 millions et une valo à 20. C'est bien. Une valo à 5 milliards. Dans Mistral, c'est combien? 3? Oui, mais ils sont en train d'essayer de lever de nouveau. De relever, ouais. C'est des machines à lever. C'est formidable. T'as pas le choix. Mais est-ce qu'il y a, à part Mistral, qui est un cas particulier, est-ce que quand tu dis qu'on revient des valos, c'est-à-dire que les valos remontent beaucoup, là? Non. Ce que je veux dire, c'est que les tickets, là, sont plus les tickets qu'on avait en 2021, en 2020. Plus bas, donc? Beaucoup plus bas. D'accord. Et tes valos ne sont pas au-delà du milliard. Tu n'as aucune opération avec des valos au-delà du milliard. Et encore. Ça reste énorme. Oui, c'est déjà monstrueux, on est d'accord. Mais tu avais des valos complètement déconnantes, de boîtes qui faisaient 10, 20 millions pour 1, 2, 3 milliards. Ça, c'était n'importe quoi. Tiens, à propos de n'importe quoi et de questions qu'on peut se poser sur des chiffres, j'ai lu, il y a 3 jours, il y avait un post, je vais chercher dans ma tête qui c'était, mais quelqu'un qui a fait une opération transparence là, sur LinkedIn en disant, voilà, moi je gagne tant, voilà combien la boîte a fait, voilà combien je gagnais quand ma boîte avait levé 1 million, combien je gagnais quand elle avait levé 5. Et il y a pas mal de gens, dont le patron de Penny Lane, dont le patron de, je sais plus lesquels, qui ont répondu en disant, voilà, moi je me suis payé tant, je me suis payé tant. Il y avait des écarts assez importants. Il y en a qui te disent, moi, je ne me suis pas payé jusqu'à la LVA. D'autres qui disent, non, moi, dès le début, j'étais au SMIC. D'autres, dès le début, j'étais à 100 000 par an. Enfin, c'est quoi? C'est une opération transparence que c'est appelé du marché? C'est des faux chiffres d'après toi et c'est juste les gens qui s'achètent une bonne conduite? C'est quoi tout ça? Pourquoi tout d'un coup, ils se mettent tous à balancer leur salaire? Franchement, j'en sais rien. Ouais, moi, je n'ai pas compris. Il y a déjà des études. Nous, tous les 2 ans, on publie une étude avec le Galion qui mentionne tous les salaires des dirigeants. Et c'est dans les chiffres, je veux dire. Bon, c'était comme ça, ils avaient envie de... Oui, il y en a qui cherchent aussi à se montrer. Voilà. Bon, après, tant mieux si ça fait plaisir aux gens, mais... Il y a toujours ce genre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur prochain poste où ils vont annoncer les dividendes qu'ils versent, tu vois, plus que leur salaire. Ouais. Il est taquin. On n'est pas dans des entreprises value, on est sur du growth, là. J'essaye. T'es taquin. Je serai peut-être tout seul l'année prochaine. Et alors, justement, si on parle de chiffres, à un moment, ça doit intéresser un marché. Marché IPO. J'ai vu passer dans les indiscrétions de la semaine, c'était chez toi, je crois,
qu'il y avait des... C'est pas chez toi? Non. Il y avait des... Non, alors c'était peut-être Madinès, je sais plus. Enfin bon, il y avait des gens qui parlaient de IPO à venir et ils ont cité entre autres, mais ça fait longtemps qu'on en parle, que peut-être Conto va se mettre en IPO. Voilà, ça fait 2 ans qu'on en parle. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils vont faire IPO, donc c'était pas non plus la news. Non. C'est challenge. Est-ce que ça se rapproche ou pas, d'après toi, d'après ce que tu en penses? Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'IPO, donc... En vrai, ça va bien, quoi. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'exemple. Là, si, il y a une boîte qui a fait IPO, là, ça a l'air de bien se passer, Planisware, là, qui est dans le logiciel. Mais bon, oui, ils se préparent. Mais bon, c'est normal, c'est très long de se préparer. C'est long de se préparer. J'ai envie de te dire, c'est un peu l'étape suivante. Ben, je ne sais pas, parce qu'on voit en même temps des acteurs qui étaient allés sur le marché, qui s'en sont retirés ces dernières années. Moi, j'avais interviewé, par exemple, Renaud Laplanche, qui était allé en bourse avec sa célèbre boîte, et qui après, là, je lui avais demandé, tu vas refaire? Même pas en rêve. Il t'a dit, non, mais ça va, quand tu vas en bourse, en fait, tu te crées une nouvelle classe d'ennemis, en fait. Donc, ceux qui ont un intérêt à faire des puts. Donc, il me dit, moi, ça m'intéresse plus, en fait. Comment tu fais? Une fois que tu as levé sur une valo supérieure à X milliards, c'est quoi l'étape suivante? Profitable. On est d'accord. Bah, lui, c'est ce qu'il fait avec sa boîte. Mais si tu n'as pas assez de cash pour y arriver, comment tu fais? Ouais, je sais pas. Ben voilà. J'ai pas l'impression qu'on a toujours travaillé avec beaucoup d'IPO en France. On n'a pas non plus un historique d'IPO énorme. Dans l'exemple que tu donnes, c'est une mistigris. C'est-à-dire que quand les fonds ne veulent plus remettre, on va chercher le public qui comprend rien et qui met. Oui. Donc c'est pire que le Bitcoin, si tu veux, fondamentalement. Pour toi, une IPO, il ne faut pas y aller. Alors, une IPO de start-up. Ça, c'est l'exemple parfait des tours de financement participatif de quelques acteurs qui n'avaient plus de blé, qui se sont dit on va aller chercher des tours de financement participatif. Mais quel enfer, quelle honte. C'est pour la communauté, c'est pour l'engagement. Les mecs n'ont plus de cash. Clairement, si tu sais lire un BP, dans 6 mois, il n'y a plus de cash. Donc, ils se disent, on va aller faire un tour de financement participatif, un pseudo-bridge. Ils ne sont pas tous morts. On te promettre 6-7 fois ton investissement. Mais la réalité, c'est que ces gens-là n'ont aucune connaissance sur quel actif ils sont en train d'investir. Pour moi, c'est IPO sur une boîte qu'on appelle licorne ou peu importe. En tous les cas, qui n'a pas démontré de manière récurrente sa rentabilité, c'est pire que du Bitcoin. Quand Nubank a fait son IPO, ils étaient déjà rentables ou pas? Qui donc? Quand Nubank a fait son IPO en 2019, je sais pas. En 2019, je pense pas. Je pense pas, parce que moi, quand il était venu, c'était en 2019, il est venu sur notre scène au Paris FinTech Forum, David, et il me semble qu'il n'était pas encore rentable, les gens se moquaient un peu de lui. Alors, c'est vrai que tout le monde savait que la profondeur du marché n'avait rien à voir avec la profondeur du marché français ou européen, et que c'est un marché non bancarisé ou mal bancarisé, ce qui faisait que là, une nouvelle offre pouvait... Bon, ok, il y avait des bonnes fées autour du berceau, mais il n'était pas rentable. Et aujourd'hui, c'est une banque ultra rentable. Mais y avait-il autant de concurrence Enfin, je sais pas. Non, le marché brésilien n'a rien à voir. Le marché brésilien n'a rien à voir, mais je veux dire... Tu étais plus sur des marchés non bancarisés. Tout à fait, tout à fait. C'est même pas exactement pareil. Non, je pense qu'il pourrait un peu les sauver sous ces IPO. C'est d'attendre l'IPO de Klarna, donc, qui pourrait être une des rares à avoir un petit succès, je pense. C'est marrant parce qu'il y a à peine 18 mois, Klarna, on disait oula, que de nuages noirs au-dessus de Klarna. Ouais, et puis finalement, c'est ça qui fera peut-être la différence, et qui fera que ça va se rouvrir. Ouais, si Klarna fait une IPO correcte. D'accord. En tout cas, ce que dit notre avocat préféré, c'est faites attention, ceux qui ont connu Eurotunnel pourraient connaître des aventures similaires. Exactement. C'est un peu ça que tu dis. Ce qu'on me commande d'ailleurs, vous confirmez les chiffres, je lisais, les VC qui investissent au dernier tour avant IPO, ils cherchent juste à faire x2. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à peu près, voilà, c'est le truc. Après, il y a l'IPO. Et après, ça baisse, mais ils sont plus là. Quoi. Ils ont pris. Et... Oui. Quand tu prends tous les IPO de FinTech des 5 dernières années, elles sont à moins 90%. Au Nasdaq. Et ils font pratiquement forcément x2, puisqu'ils mettent toutes des actions de préférence, ce qui fait qu'ils ont forcément leur x2. Donc, voilà, en faisant rien. C'est pas mal d'investir. Il ne faut juste pas que l'IPO soit annulé, comme ça arrivé dans certains cas. Il y en a eu aux US en 2022, il y a eu un paquet d'annulés. Même en France. Oui, je n'ai pas suivi celle qui avait été annulée. Deezer, qui avait tenté une première fois et qui est passé à travers un SPAC, pour finir. Et aujourd'hui, on voit le cours de Deezer. C'est pas la folie, quoi. Les SPAC, ça a été, comme on dit en français, ça a fait long feu. Shit. Oui, remarque, c'est autant de lettres, non? SPAC, shit, vraiment. Alors, des engagements des FinTech. Qu'est-ce que je voulais dire par là dans mes questions? Oui, c'était que quand même, il fut un temps où les FinTech, quand on en parlait au VC, tout ça, c'était à peu près 20% des investissements, ce qui paraissait
très déplacé par rapport à la part du système financier dans le PIB national des différents pays européens. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, la part d'investissement dans les fintech quand on regarde les fonds. En 2023, c'est passé, alors j'ai plus le chiffre, mais en tout cas, avant, c'était toujours le top 2, 3, tu vois. Et là, on est en dessous du top 5 en 2023. D'accord. Donc, selon les chiffres d'EY qui sont à peu près corrects. Donc, ça s'est calmé, quoi. Ah bah oui, on peut dire oui. Bon, mais enfin, quand même, elles ne sont pas toutes mortes, elles sont là. Mais juste, il y a moins d'investissement. Oui, il y a moins d'investissement, mais parce qu'il y a aussi plus dans l'IA, parce qu'il y a beaucoup plus de... Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont rebrandées .ia? Ouais, un peu quand même. Oui. Quand même? Je ne sais pas. Franchement, c'est une question pour je ne suis pas allé regarder sur Manager One si maintenant ça s'appelait Manager.ai. Non, c'est toujours Manager.one. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Non, mais tu en as plus qui se définissent maintenant, ils mettent IA dans, tu vois, leur phrase, tu vois, d'accroche, quoi. Ouais. Alors qu'ils ont toujours fait, mais bon. Est-ce que tout le monde est dupe? Je ne sais pas. Non, quand même. Non, j'ai l'impression que là, on était tout à l'heure avec Fabien de Rakuten France, et quand on écoute aussi Klarna, parce que tu en parlais, qui confirmait qu'effectivement, les AI, il y a des sujets sur lesquels c'est encore du buzz. Par exemple, il dit sur la fraude, non, nos équipes sont encore meilleures que les AI. Par contre, sur des sujets de service client, il dit, ah oui, c'est massif, quoi. Donc en fait, ceux qui souffrent vraiment, c'est les opérateurs de service client, ceux qui sont en bout de chaîne. Parce qu'on les remplace finalement, il dit 80% de nos interactions, c'est avec des bots et ça marche très bien. Ça marche mieux qu'avant. Donc, c'est plutôt vous confirmez dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez. C'était Klarna qui avait publié quelque chose, qui avait fait chuter Téléperformance. Oui, voilà, 700 personnes en moins, quoi. Grâce mais à pas chez eux, chez TP. Oui, non, mais eux, ils ont dit qu'ils avaient remplacé 700 personnes. L'équivalent de 16 ans, mais c'était pas que chez eux. Oui. C'était chez des prestataires de. C'est quand même fou. Et moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui est dans ces agences d'intérim digital, et il m'a dit en fait, pratiquement, je pouvais remplacer tous mes recruteurs. Plus des 3/4. En même temps, ça doit vous arriver, non, de parler à des interlocuteurs de service client et à vous dire que leur intelligence est relativement artificielle. Ouais. Donc, dans ce cas-là, finalement, un remplacement n'est pas... Il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu as surtout la probabilité d'avoir une réponse plus pertinente. T'en as chez toi, de l'AI, dans tes process de service client, par exemple? Non, pas... Trop petit? Non, c'est surtout qu'on fait bien le boulot et qu'on est très peu sollicité au support. Est-ce que chez toi, en tant qu'avocat, après cette langue de bois magnifique, est-ce que chez toi, en tant qu'avocat, tu remplaces des juristes stagiaires par de l'AI? Parce que franchement, du juridique, c'est quoi? Non, mais du juridique, c'est quoi? Pardon, mais c'est juste chercher en train de dire, est-ce que tu justifies tes... Non, mais sérieusement, du juridique... Non, mais large language model. Oui, un juriste, il fait que bouger sa langue et lire des textes. Large language model. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose où l'analyse aide vraiment, l'AI aide vraiment à aller chercher un truc pertinent Je ne le vois pas encore aujourd'hui, mais c'est évident que ça va avoir un impact, mais je ne le vois pas encore aujourd'hui. J'avais vu passer un avatar aux États-Unis, juriste ou je sais pas quoi. Là, oui, mais tu avais aussi des juges avatars, un truc comme ça, mais en fait. Pas encore. Non, pas encore, voilà. Mais ça c'est un truc auquel votre profession se prépare ou... Non, j'ai pas l'impression. Tranquille. Non, je pense que ça dépend. Tu sais, tu as 55 000 avocats en France, donc tu as des profils très différents entre les cabinets d'affaires, cabinets internationaux, entre ceux qui font le droit de la famille. Donc c'est. Voilà, je pense que, par exemple, en droit pénal, c'est pas demain qu'on aura de l'IA. L'humain est énormément présent. Je pense que dans tout ce qui est rédaction d'actes, il y aura bien sûr énormément à dire. Autre question, je continue dans mes séries avant de passer à vos billets d'humeur. Est-ce que, on a vu que SG mettait en vente Shine. Est-ce qu'il y a des succès possibles dans les merge bank fintech? On a toujours cet exemple nickel qui est très beau. Bravo à BNP, vraiment, je pense. Parce que quand je regarde ce qu'a fait BBVA... Ils ont racheté 5 banques, ils ont toutes fermées. Quand je regarde Shine, malheureusement, ils ont l'air pas si mal que ça, mais en tout cas, c'est plus la stratégie de SG de le faire. Boursorama, c'est un cas à part, ils l'ont créé en interne. Donc, est-ce que c'est possible, d'après vous, des merges ou c'est vraiment l'exception qui confirme la règle nickel? Un avis? Je sais pas, on en a qu'un. Donc, ta réponse? Non, peut-être que le marché est trop jeune. Tu pourrais me dire, Laurent, on n'a pas encore eu le temps de voir. Moi, je crois vraiment à des deals avec des acteurs en place où chacun fait son job, son truc de son côté, avec le gros acteur. D'accord. Par contre, dès que tu es absorbé, la réalité, c'est que ça se passe mal. Mais aujourd'hui, tu es de moins en moins dans l'absorption, j'ai l'impression. Shine, c'était quoi? C'était absorbé ou c'était quand même laissé assez autonome C'était absorbé et ils se sont mangés beaucoup de compliance de la part de la SOG. Comme tout le monde. Voilà. Sauf que quand tu es indépendant, tu ne tapes pas toutes ces lourdeurs. Donc la réalité, c'est qu'ils ont imposé quand même des petits trucs. Tu tapes pas ces lourdeurs, pardon, mais à un moment, tu es rattrapé par la patrouille, sinon.
Bah ça y est, ils se sont fait gauler, ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt bien que la banque te donne ses lourdeurs. De toute façon, il aurait fallu que tu les fasses toi-même. Sinon, le régulateur, il vient te voir. Oui, mais tu les assumes. Tu préfères faire des erreurs, les assumer et corriger, que d'anticiper des erreurs. Voilà, c'est ça le vrai monde. Oui, le monde de la fintech et le monde de la banque. Le monde de la banque, c'est anticiper des emmerdes. Très tôt. Le monde de la fintech, c'est corrigeons et traitons des emmerdes. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est le monde de l'entrepreneuriat en général? C'est-à-dire que moi, par exemple, si je prends... Je vais dire ça, je m'attirerai des emmerdes. Mais enfin, en tant que chef d'entreprise, si je prends la liste de toutes les règles que je ne suis pas, effectivement, je pourrais passer beaucoup de temps. Mais à un moment, tu arbitres, tu te dis, bon, bah celle-là, je sais que personne ne regarde jamais, que j'ai pas affiché à un tel endroit le truc syndical. Je l'ai pas mis à la cafette, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un va porter plainte? J'attends de voir. Tu peux faire très bien le boulot sans pour autant... Tout faire et t'attribuer des lourdeurs supplémentaires. Ce que tu dis, c'est que dans une banque, tu es obligé de tout faire et que des fois, c'est trop tôt par rapport à la maturité de la boîte que tu achètes. Bien sûr. Partagé. Point suivant, puisque tout le monde est d'accord. Désolé pour nos amis qui ont des banques, des néobanques. La seule issue possible, c'est l'IPO. Malgré ce qu'on en a dit il y a 2 minutes, tu dis que c'est pas avec les banques qui vont pouvoir racheter. Ah non, il y a les gros fonds. Il y a Cerberus qui rachète. L'issue possible et la meilleure issue possible, c'est de travailler avec tous ces acteurs bancaires, de bosser avec eux et de constituer toi-même une belle boîte. C'est ça la plus belle issue possible. Revolut ne va pas travailler avec les acteurs bancaires, il est concurrent. Bien sûr, là on parle... Revolut ne va pas travailler. Même Conto, il va travailler avec les acteurs bancaires. Il a envie d'être indépendant. C'est des histoires différentes. Là, c'est des grosses histoires. Et effectivement, sur ces acteurs-là, je suis d'accord. Ce que tu dis, c'est qu'il ne pourra pas être racheté. Non, mais Conto va pas. Enfin, non, on aurait pu penser à une époque que Conto pouvait être racheté par BNP. On aurait pu penser. Trop cher. Pas trop cher, c'est quoi? C'est 1/8 de leur bénéfice trimestriel. 1 milliard. Mais allô, tu vends Bank of the West combien? Je sais pas, j'ai pas regardé combien ils l'ont vendu. Donc, à un moment, tu vas pas acheter une boîte qui fait 10 fois moins qu'un truc que tu as revendu 10 fois plus. Enfin, à un moment, il y a un peu de rationalité encore. Il faut l'expliquer aux actionnaires, quoi. Voilà. Remarque, quand on fait passer 36 millions pour Tavares, on peut tout expliquer aux actionnaires. Non, mais il les mérite, le mec, ces 36 millions. Vous vous moquez, mais moi, encore une fois, si la boîte se porte bien, il faut les payer, ces bonhommes. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas dire ça à toi avec t'as le même niveau de salaire. Alors, je l'assume, tu vois. Je l'ai pas mis sur LinkedIn, mais je l'assume. Donc, pour le contrôle fiscal, c'est pas loin d'ici. Ils ont tout maintenant, tu sais. Hein. Alors, c'est moi, Charlie, on parle plus d'InsurTech. J'avais l'impression à un moment, en 2022, je sais plus, c'était 21 ou 22, qu'InsurTech était à la mode. Il y en avait une tous les matins qui se créait. Et là, j'ai l'impression que c'est surtout, soyons discrets. Bah, de toute façon, ils font profil bas, notamment dans le B2C, suite de la chute de Luco. Hein. Pas que de Luco, enfin, les monades. Ouais, mais ça a quand même beaucoup. Ça fait quand même dommages collatéraux sur, tu vois, tous ces concurrents. Ils peuvent plus. Enfin, tu vois, ceux qui voulaient lever un peu d'argent, c'est mort. Tu veux travailler avec une. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc, tout le monde se concentre sur l'opérationnel et puis on fait profil bas. Ah oui. En tout cas, moi, j'ai vraiment plus de nouvelles. Et là, j'ai vu, il y a 2 jours, il y a une petite boîte de l'assurance affinitaire qui s'est créée. J'ai dit, oula, justement, ça faisait longtemps, ils ont levé 3 millions. Oui, mais ils ont quoi? Ils ont 18 ans, ils connaissent pas le marché, non? C'est ça? Non, donc, ils savent pas que ça marche pas. Regarder. Mais c'est vrai que sinon, on n'a rien eu depuis très, très longtemps. T'arrives à lever 3 millions avec un pitch original sur l'assurance affinitaire. C'est pas mal, parce que ça fait 10-15 ans que les boîtes ont fait des pitchs pareils, quoi. Marrant. Ouais, mais il y a sûrement quelque chose à prendre. La SFAM est passée en liquidation, là. Non, mais c'est amusant de voir que finalement ça se relance à chaque fois. C'est éternel recommencement. Puis c'était à peu près, j'ai pas regardé le profil, mais en général c'est ça. De toute façon, ils investissent dans une équipe. Et puis voilà, après, moi, j'ai encore discuté avec un business angel hier qui me dit ça. De toute façon, moi je regarde pas ce qu'ils font. Je m'en fous, je regarde parce que c'est machin et machin. Ils sortent de là, et puis voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans la période, pardon de poser cette question idiote, mais toi tu es spécialiste des fonds à force tu les fréquentes tous. On a dit que tu allais à tous leurs pots, c'est ça. Est-ce que c'est mon travail de sortir. Je te taquine. Non, elle a dit que justement, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'émission précédente, on l'a charriée, elle a dit qu'elle refusait justement trop de compromissions. Sauf si c'est vraiment à Bali. Mais sinon, il faut que la compromission soit belle. Non, je rigole. Non, ma question n'est pas, est-ce qu'on n'est pas là un peu dans le piège quand je revois ces levées parce que c'est pas la première que je vois, tu me parles d'affinitaire, mais j'en ai vu d'autres là, ces derniers temps, sur des business models qu'on a déjà vu se planter il y a 2-3 ans, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans la fin des 2 ans où les fonds doivent investir les levées extraordinaires qu'elles ont faites en 2021 et 2022, et où là les fonds de toute façon ils disent de toute façon j'ai du cash, donc il faut que j'investisse, ça fait partie de ma term sheet, on est en 2024, je dois sortir 100,
Donc bon, si je vois une belle équipe, on verra ce qu'ils font plus tard. J'ai le droit de dire n'importe quoi, tu as le droit de me dire pas du tout, Laurent. Non, il déploie pas encore beaucoup. Hein. D'accord. Ce qu'on appelle sur du compte à terme. Hein. Ouais, le dry powder, il est toujours là, il a jamais été aussi élevé en Europe. Donc ceux qui lèvent, c'est qu'il y a quand même une vraie belle équipe derrière. Quoi. Ouais. C'est vraiment, on peut les féliciter. Là, et par contre, c'est vrai que c'est concentré sur quelques deals en fait, maintenant aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'après, les valos sont complètement un peu débiles. Parce que voilà, dès qu'il y a à peu près une bonne équipe, puis c'est un peu tous des moutons. Dès qu'il y a une bonne équipe, tous les fonds veulent être dessus. Ah ouais, ça a toujours été. Mais là, encore plus, vu qu'ils sont beaucoup plus exigeants qu'avant. Dès qu'il y en a un qui l'a senti passer, ils y vont. Quoi. OK. Carte d'identité électronique. T'as fait un post ou pas là-dessus? Parce que moi, j'ai rigolé quand même quand je vois la même semaine Macron qui me poste sa carte d'identité et Attal. Enfin, il y en avait deux qui avaient oublié de gommer des chiffres d'ailleurs. Et juste après, la SNCF qui dit c'est pas accepté chez nous. Je me suis dit, mais pourquoi je vais m'embêter à avoir ce truc-là, moi? Écoute, pour moi, c'est une belle innovation. Il faut la saluer. Derrière, je crois que c'est Edemia, une boîte que j'affectionne particulièrement. C'est une des boîtes que je trouve les plus innovantes et qui apporte des choses au marché. Il y a une joke avec. Pourquoi il y a une joke avec Charlie? On ne peut pas en parler. Parce que tu as été invité à leur soirée de lancement. Non. Et quand tu as des innovations comme ça, quand tu as la digitalisation de ta carte d'identité, d'autres choses sur ton téléphone, c'est du bon sens, faut le saluer, vraiment. Non, et effectivement, derrière le couac... Excuse-moi, je pose la vraie question. C'est parce que, pardon, digitaliser une carte d'identité, ça existe dans plein de pays d'Europe depuis 2000, 2001. Mais... Ça a quel intérêt de te dire... Oui, il y a une carte d'identité digitale qui n'est pas acceptée. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais ça, un jour... Non, parce que ça existait déjà en France, une carte d'identité qu'on pouvait mettre, des trucs numériques. Moi, quand j'avais à la poste et que j'ai un recommandé à prendre et que je leur présente mon passeport sur mon téléphone, ils m'ont refusé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est accepté avec ta carte d'identité numérique à la poste? Je sais pas. Voilà, parce que c'est ça mon problème. C'est que la SNCF te dit que c'est pas accepté, quel truc qu'utilisent tous les Français, ça sert à quoi? Ils vont finir par l'accepter, c'est tout. C'est juste entre le moment où les mecs se disent on lance l'innovation et les gens ont assimilé que l'innovation existait, il va se passer un peu de temps. Laissons-leur le temps. Pour une fois que je tape pas sur une innovation, tu vois, publique. Justement, c'est pour ça que je joue mon rôle. Quand tu tapes, je suis plus gentil. Quand tu tapes pas, je suis plus méchante. Moi, je suis un bonnet, moi, dans l'animation. Tu sais, il y a deux valeurs, 0-1. Je suis pas quantique. J'ai pas toute une échelle. Alors, un avis sur la carte d'identité? Non. Belle innovation. Tu travailles avec les pays de l'Est qui ont ça depuis longtemps? Avec les pays de l'Est, question commence mal. Commence mal. Non, mais c'est pas. En Lituanie, ils ont ça depuis. Si on parle des pays baltiques, oui. Est-ce que non, mais parce que tu as même une citizenship, une nationalité. Oui, tout à fait. Estonie, pardon. Alors, l'idée étant que le pays peut vivre demain, même si les Russes occupent le pays. Donc, tout est dématérialisé, tout est digitalisé. C'est vachement bien. Tu as un boîtier que tu branches à ton ordi, tu mets ta carte d'identité dedans et tu peux faire plein de formalités. C'est que du bon sens. Tu n'as pas besoin de... Enfin, ils sont 1,5 million de personnes. C'est tout. On n'est que 60 fois plus. C'est ça. Mais la différence, elle est quand même là. C'est tout. Donc, mais moi, je suis comme toi, je salue ça. Par contre, ce week-end, je me suis inscrit sur un truc qui était un peu... qui va devenir complètement archaïque, c'est l'identité numérique. Ouais. Pas la carte d'identité, mais l'identité numérique du truc de la Poste. Oui. Mais ça va être devenir has-been après la carte d'identité numérique. On n'en aura plus besoin. D'autant plus que c'est accepté nulle part. Je fais 30 services. Il est là. Il est 14. Il faut que j'y aille. Ouais. Salut. Est-ce que tu peux juste nous dire tes quelques mots avant et tu nous laisses et on termine avec messieurs dames. Mais quelques mots, c'était sur l'euro numérique. Parce qu'on en parle, on n'en parle pas. Mais en fait, c'est de se dire réalité, rêve ou cauchemar. Et donc, d'abord, c'est où est-ce qu'on en est. On a plusieurs phases. Donc, on est passé d'une phase de réflexion, comme a dit la Banque Centrale Européenne, une phase de programmation. Puis arrivera la troisième phase, qui est la phase de déploiement. Donc, aucune décision n'est prise aujourd'hui. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a toujours autant de réticences, notamment du côté bancaire. Je regardais justement avant de venir un post du patron du Crédit Mutuel, Bâle, qui... j'ai jamais vu un poste aussi... il date du mois de décembre déjà, mais enfin, il est super virulent. Grosso modo, il dit, mais il n'y a pas de cas d'usage dans votre truc. Et puis, donc à côté de ça, vous avez le lancement programmé là, en juin de cette année de European Payment Initiative, API, de ce nouveau mode de paiement instantané par les banques, par la principale banque européenne, dont l'objectif est quand même d'avoir une souveraineté d'infrastructure de paiement européenne.
européenne. Et pourquoi j'insiste sur ce mot d'infrastructure de paiement européenne et de souveraineté? Parce que quand on regarde quel est le seul vrai sujet auquel s'intéresse la BCE dans l'euro numérique, c'est la souveraineté. Et donc, ce que dit Bâle et d'autres banquiers disent, en fait, la Banque centrale européenne, elle est à la fois juge et acteur, parce qu'elle est à la fois l'émetteur de la monnaie, mais en fait, elle dessine aussi l'infrastructure, et elle gérera l'infrastructure. Et les infrastructures, en fait, elle le fait pour des raisons de souveraineté, et c'est normal. On a objectivement... Je suis désolé par rapport à American Express, hein, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu désolant d'avoir l'Europe qui n'a pas son infrastructure de paiement européenne souveraine. Et donc, c'est normal que la BCE se pose cette question. La deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que l'euro numérique est la réponse à la souveraineté des infrastructures de paiement européennes? L'euro numérique, c'est ce qui pose une autre question. Est-ce que l'euro numérique, est-ce que c'est un mode de paiement? C'est un moyen de paiement? Est-ce que c'est de la monnaie? En fait, quand tu regardes les textes qui sont en train d'être préparés par la Commission européenne, c'est les deux. C'est à la fois de la monnaie légale, avec cours légal, donc c'est la même valeur que l'euro fiduciaire ou l'euro numérique, mais au-delà de ça, c'est aussi un mode de paiement. Donc c'est un peu, je ne sais pas si c'est un monstre, en tous les cas, c'est quelque chose d'un peu d'hybride, un peu curieux, comme si tu disais qu'à la fois... c'est tout ce qu'on a refusé comme catégorisation en crypto. Hein. Oui, par ailleurs. Et donc, le biais, je ne sais pas, c'est biais d'humeur, le biais que tu me demandes de faire, c'est de dire, il est frappant de voir qu'on est à la deuxième phase, on approche la troisième phase, tu as toujours autant de réticence des banques. Tu as un papier de décembre 2023 de la Fédération bancaire européenne qui a valorisé à 700 milliards d'euros le coût de sortie des dépôts bancaires vers l'euro numérique. 700 milliards d'euros, ça serait, si on avait un euro numérique qui était limité à 3 000 euros par personne. Donc 700 milliards d'euros, c'est tout simplement gigantesque. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir... C'est quoi l'échéance à laquelle il faut qu'on s'inquiète, là? 2027. Les décisions sera 2026 et 2027. Et ça vient très vite. Ça vient très, très vite. Donc, ce qui est très étonnant, c'est qu'on est au milieu du gué. Ça, c'est la BCE elle-même qui le dit. Hein. On n'est pas au début, on est vraiment au milieu du gué. Et tu as encore les principaux acteurs qui sont les acteurs bancaires, qui au mieux sont neutres, et Bâle et d'autres sont plutôt très négatifs, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de cas d'usage. Les cas d'usage, en fait, ils sont déjà traités par les systèmes de paiement actuels. Il n'y a pas de cas d'usage. Et le seul vrai sujet de l'euro numérique, c'est la souveraineté, c'est vrai, mais est-ce qu'on a besoin de construire une infrastructure, dans ce cas-là, sous-jacente, publique, comme infrastructure, qui vienne concurrencer l'expérimentation et derrière le projet de ces vingtaines de banques européennes avec EPI. Voilà, donc ça, il y a confusion des genres entre un sujet public qui est la souveraineté, un sujet de souveraineté qui est vraiment un sujet de la BCE, et les infrastructures, est-ce que c'est à la Banque centrale européenne de guider une infrastructure pour faire concurrence aux infrastructures américaines? C'est une vraie question. Et en la posant, je ne dis pas que la réponse est facile. Hein. Je constate que les banques aujourd'hui sont toujours vent debout. Ouais, normal. Sur ce, comprendre. Ciao. Sur ce, tu es en retard. Tu peux y aller, on t'autorise à sortir, mais nous, on continue. Désolé, on a pris du retard, les amis. Donc, on va encore prendre 5 petites minutes parce que je les ai fait travailler. Je n'aurais même pas posé leur question de billet d'humeur. Donc, à toi. Allez. Est-ce qu'il est long, le tien? Je te connais, tu n'aimes pas faire des longs billets, toi. Moi, je peux raccourcir. Hein. Non, mais on peut prendre 5 minutes. 5 minutes, ok. Tu voulais nous faire un petit truc sur les exits, je crois. Oui. Ou sur les boys bands, je sais plus. Les boys bands. Non, mais sur les exits, on en a un petit peu parlé, mais moi, je trouve qu'on est tous en train toujours de s'inquiéter sur le financement des startups, à dire, ah là là, il n'y a plus de levée, machin, mais moi, ma grosse inquiétude, et j'en ai fait une analyse récemment sur les Échos, c'est les sorties, en fait. Tout le monde est là, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces boîtes, parce que là, on arrive, en plus, là, la French Tech commence à être assez mature, il y a des boîtes, tu vois, des Lydia, tout ça, elles ont plus de 10 ans, quoi, donc il y a un moment, moi, je me dis... leurs gros tours n'ont pas 10 ans. Les gros investissements de VC, non, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un turn. Oui, mais là, je trouve qu'on arrive, là, 2024-2025, où là, la question doit sérieusement se poser, et on n'a pas autant de secondaires, tu vois, on n'a pas de fonds de secondaires comme aux États-Unis, etc. Donc, en fait, je me demande, moi, vraiment... Est-ce que les fonds ne sont pas en train de se créer? Tu sais, j'ai vu beaucoup de fonds l'an dernier créer, tu sais, des fonds d'investissement dans des boîtes, tu sais, de bridge, en fait, quoi. C'est des fonds où elles vont aller remettre au pot sur leurs boîtes de série A, B, C qui sont un peu bloquées. J'ai eu l'impression qu'ils allaient eux-mêmes faire la suite, quoi.
Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Je cherche le nom, mais oui, j'ai plus le nom. Grosse, oui, alors, ils appellent ça grosse pour être gentil, mais ça existe, mais c'est pareil, c'est très très peu développé. Et puis qui veut racheter? Et puis on va avoir qui veut racheter après un bout de tel portefeuille de tel fonds. Tu vois, moi je trouve qu'il y a un gros. Pourtant, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et elles ne sont pas rentables, donc tu ne peux même pas dire que les boîtes de PI vont racheter ça. On devrait commencer à le voir dans la valo des différents millésimes des fonds de private equity, des fonds qui ont 5, 6, 7 ans maintenant, qui à un moment vont devoir sortir. Et on ne connaît pas les perfs, donc à un moment quand ils sortent, tu connais des gens qui en ont des parts, donc à un moment... Il n'y a que BPI qui peut nous donner. BPI, il n'y a pas des parts de tout, mais il y a plein de... ils ont quand même beaucoup. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas les seuls à avoir des parts dans les fonds, si tu veux connaître. Non, mais au moins tu peux avoir une bonne vue si tu demandes à BPI, mais bon, ils ne les donnent pas, donc les perfs, donc on ne sait pas trop. Il y en a 4-5 qui donnent leurs perfs en France. D'accord. Je sais pas. Donc oui, moi je. Parce que si je peux me permettre, quand tu regardes un roadshow d'un fonds, il te donne les perfs de ses fonds passés. Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas public, on le sait pas, tu vois. Moi, Toi. Faut demander à quelques instits, mais ça reste le FEI, et maintenant le FEI donne plus aux fonds occidentaux. Maintenant, ils se focalisent sur les fonds d'Europe de l'Est, donc tu vois, voilà. Donc non, dur c'est d'avoir ma l'info petite. en fait. Oui, de ça. C'est marrant, hein. Encore une opacité. Alors à toi, t'as bossé, t'as une page. J'ai bossé. Vas-y. Et je fais rapide. Hein. Mais tu peux, mais on va prendre les 2-3 minutes qui vont bien. C'est gentil. Et en plus, avant de débuter, ce qui est important de préciser, pour qu'on soit super transparent pour les auditeurs, à 12h15, je dis no, peut-être il y en a moins. Peut-être on est 3 tous les 3. Peut-être on est tous les 3. Mais après, ça sera sur YouTube de toute façon. Voilà. Et là, on va exploser les compteurs. C'est que Laurent nous a demandé de nous préparer et il a doublé nos jetons de présence. Donc 2 x 0, toujours 0. 2 x 0, toujours 0. Tu veux dire que tu n'es pas payé pour aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Non, pas pour aujourd'hui. Moi non plus, remarque. Donc maintenant, on a même droit pour les chroniques à des jingles, ou pas. Hein, si, on a un jingle pour la chronique d'Adrien. Ah, je te le ferai la prochaine fois. Mais non, c'est pas ça, c'est que regarde, le truc, il déconne. Voilà, là j'ai mis. Pas incroyable. Voilà, t'as un jingle. Bon, on m'a dit, ça en marche gros, pas, le budget jingle, il est passé dans la dernière soirée de l'Axel, qui était vachement bien. Qui était bien, non? Qui était vachement bien. Et j'avais à ma table 2 gars super. Pierre Lababi, que je connaissais pas, très sympathique, et également Gilles Marchand. Donc Sopra et Worldline. Et là, vous me voyez arriver, je vais parler un peu de Worldline. Pourquoi je vais parler de Worldline? Parce que pour moi, c'est aujourd'hui une boîte qui est dans une zone de turbulence incroyable et qui est probablement la boîte la plus sous-cotée. Pourquoi la boîte la plus sous-cotée? Parce que tu as plein de papiers, je suis sûr. Tu as des assets assez incroyables. Tu as des experts incroyables dans cette boîte. Tu as une direction qui est smart. Sauf que la réalité, c'est que quand tu as passé ta vie à faire des acquisitions, t'empiles des couches de bonhommes et parfois des bonhommes de tech et de bonhommes, bien sûr, qui font la même chose. Et c'est là où ça grince des dents, mais c'est le passage un peu obligatoire, c'est de passer par un plan de licenciement. Et c'est con, mais c'est plein de bon sens. Et c'est par là qu'il faut passer. C'est enlever les redundancies, qu'elles soient tech ou people. Pour retrouver une bonne dynamique. Donc ça, c'est l'étape 1, elle est actée. C'est leur plan Power, quelque chose, Power 24. Donc là, ça va... Mais c'est pas dans les cours encore. C'est pas dans les cours, et c'est normal, parce que les cours vont aller refléter des résultats à venir, des résultats. Encore, on parle de résultats, incroyable. Mais ça va venir. Ça, c'est le premier point, c'est les licenciements. Et le deuxième point, il faut retrouver une dynamique commerciale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Worldline, c'est une boîte où la croissance est basée sur la croissance de ses propres clients. Tes clients vont bien, tu fais de la croissance, tu génères, tu touches à les transactions, etc. Tu ne peux plus te baser uniquement sur la croissance de tes clients, surtout quand tu vois que à des moments, il n'y a plus du tout de croissance. Donc, il faut retrouver une dynamique. Comment tu retrouves une dynamique commerciale? Déjà, effectivement, on a ce problème de tech. Donc, tu simplifies tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir agréger tes services et que 15 services n'en deviennent plus qu'un. Et c'est pas si simple comme là. Je pense que la partie humaine est beaucoup plus facile. Pardon, elle est très difficile humainement. C'est pas si simple. Mais agréger 12, 13, 14 plateformes de tech. C'est pas si simple. Et c'est pas si simple quand tu as plusieurs systèmes de processing. Dans des langues différentes. Allez, on en squeeze, on les squeeze tous, on en garde un, voire on n'en refait plus qu'un. C'est pas facile. Et on va repartir, et ça, c'est mon pari, sur des acquisitions. Parce qu'ils sont obligés d'aller rechercher de nouveau de la croissance et des pépites. Avec cette valo, quand tu as une belle valo en bourse pour acquérir, c'est plus facile, tu vois. Mais là... Ouais, mais ils n'ont pas le choix. À un moment, c'est une réalité. Je crois que ce matin, c'était à 10. J'étais en train de regarder. Mais je crois que ce matin, c'était à 10. Et tu vois, pour mon portefeuille d'actions, c'est important qu'ils retrouvent des couleurs. Tu vois, pour ton portefeuille d'actions, c'est pour ça que tu en parles aujourd'hui. D'accord. C'est important parce que je sais qu'on est suivi quand même par
pas loin de 12 millions de personnes. Et que tu penses que grâce à ce billet, à cette intervention, on va prendre 30%. 30% ce matin. Voilà. Alors, juste pour conclure rapidement, je te disais, il faut... Je vérifie juste leur cours. Pour vérifier si tes paroles en temps réel. En temps réel, tu vois, ça a pris 10%. Je vais te dire. Et donc, tout ça pour dire, il faut qu'ils simplifient finalement tout ça. Et j'atterris où? À la loi de simplification qu'on a en cours. J'ai vu un article des Échos ce matin, un collègue de Charlie. Les banques sont vent debout sur le projet de loi simplification parce que, et tu lis pas les Échos, c'est pas bien. Non, je lis un peu, mais pas que. Parce que les banques ne veulent pas de frais de clôture de compte pro et ne veulent pas fournir des relevés annuels des frais. Comment ça, les banques ne veulent pas? Elles veulent des frais. Oui, mais elles veulent pas la suppression. À la suppression. Oui. Et donc moi je dis aux banques qui écoutent, et il y en a quelques-unes, ne lâchez rien. C'est super important que vous continuiez d'avoir des frais de clôture et de refuser ces... Comme ça, tu peux travailler. Et comme ça, je peux bosser, bien évidemment. Tu as tout compris, tu vois où je voulais en venir. Ne lâchez rien. S'il vous plaît, c'est 2 arguments de vente clés chez Manager One, donc ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Bon, sur cette belle conclusion, qui est donc, on l'a bien remarqué, notre ami Adrien est toujours un commercial hors pair. Exact. En fait, il est né avec ça dans le sang. Comme tout bon Tunisien. Aïe. Écoutez, merci d'avoir joué le jeu. Merci aux quelques auditeurs qui doivent rester à cette heure-ci parce qu'on a dépassé quand même de 10 bonnes minutes. Ils ont dû partir déjeuner, mais on les adore. Et de toute façon, ça sera en replay. Et puis voilà. Et on remet ça la prochaine fois en présentiel, différemment, comme la dernière fois on a fait en décembre, parce que les chroniques en présentiel, c'est pas pratique. Mais en juillet, j'aurai sans doute besoin de vous, le 4 juillet prochain, pour notre grande matinée du Payment FinTech Club en présentiel. D'ici là, vous nous retrouvez avec tous nos replays sur la chaîne YouTube de l'Axel, sur le site de l'Axel où il se passe plein de choses et avec plein d'autres commissions, bien évidemment. Il n'y a pas que le PF Club, Payment FinTech Club. Et puis par ailleurs, un peu d'autopromo. Je préside toujours le Paris FinTech Forum qui, bien que nous n'ayons pas cette année de grands raouts avec des milliers de personnes, parce qu'on n'a pas envie, en fait. Il y a les Jeux Olympiques, ça sera ça le raout. C'est l'avantage d'être chef, tu fais ce que tu veux chez toi. Par contre, nous avons tous les 15 jours sur YouTube une interview d'un grand patron de la FinTech. Ce matin, j'ai mon ami David Jarvis, qui est le CEO fondateur de Griffin, qui a maintenant le statut de banque, qui est un BAS avec un statut de banque en Angleterre. Je vous invite à regarder. Il est sorti ce matin sur YouTube, sur la chaîne du PFF. Et nous aurons, et je continue à en faire la promotion toute l'année, Charlie l'a déjà noté dans ses tablettes, le 8 octobre prochain, le Women in Finance Lunch, qui sera extraordinaire, à n'en pas douter. Je reçois, d'ailleurs, au moment même où je vous parle, une demande de participation. Donc, c'est le 8 octobre. On est le 25 avril. Les gens se pressent. Donc, dépêchez-vous. Si vous voulez vraiment y être, il faut demander, parce qu'en fait, je suis le seul qui choisit. Je demande juste à Charlie si elle est d'accord. Comme toujours, mais sinon c'est moi. Donc voilà, c'est le 8 octobre. Et en novembre, nous aurons notre grand dîner de gala, le Paris FinTech Debate and Dinner, où nous cherchons encore des partenaires. Il y en a déjà 3. Il reste encore 3 places. Nous avons déjà des très beaux partenaires. Nous comptons sur vous si vous voulez nous rejoindre. Je pense qu'Adrien va forcément dire oui à un moment. Je lui demande un jour. Il n'arrête pas de dire qu'il est profitable. Mais EBITDA, t'arrêtes pas de dire que t'es profitable. Non, j'arrête là, il va dire une saloperie. Non, pas du tout. Avec Laurent, voilà. Je dis toujours non et je finis toujours par dire oui. C'est vrai ou pas? C'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est l'année où j'avais dit oui. C'est les négos, tu vois. C'est important. C'est comme ça que tu fais du résultat. Alors en tout cas, je vous remercie tous et je vous dis au 4 juillet. Merci beaucoup, à très bientôt. 3, 2, 1.